TVL continue? À vous de décider. La nomenclatura vacille, les fromages de la République s'étalent partout au grand jour, et quand le pouvoir doute, il se raidit. Quand il ne parvient plus à convaincre, il menace. Quand il perd sa légitimité, il devient dangereux. Alors, l'urgence est là. Faire taire les voix libres avant 2027, telle est la tentation autoritaire du pouvoir. Et TV Liberté est dans leur ligne de mire parce qu'elle refuse le discours officiel et l'uniformisation de l'information. Face au contrôle médiatique et au contrôle social, TV Liberté est un rempart, une information non conforme, l'antithèse d'une presse courroie de transmission de la propagande du système. On ne se vend pas, on ne se tait pas, mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Pour TVL, ces prochains jours sont cruciaux. Aidez-nous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui avec Claude Meunier-Berthelot. Bonjour madame. Bonjour Pierre Bergerot. Claude Meunier-Berthelot, vous êtes juriste diplômé d'Assas et vous avez réalisé toute votre carrière à l'Éducation nationale. Vous venez aujourd'hui nous parler de ce fameux programme EVARS d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Un texte qui a été adopté par arrêté du 3 février 2025 par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, et applicable depuis la dernière rentrée de septembre. Alors, un programme jugé conforme à la volonté du Parlement par le Conseil d'État qui avait été saisi par des associations, des particuliers, des parents d'élèves, j'imagine, demandant son annulation depuis la loi du 4 juillet 2001. Le Code de l'éducation prévoit que des séances, en effet, d'information et d'éducation à la sexualité doivent être organisées pour les élèves. Qu'est-ce qui, expliquez-nous cela, Claude Meunier-Berthelot, a provoqué la colère de ces associations, de ces parents d'élèves ? Ce qui a provoqué la colère, c'est effectivement l'application du programme dit EVARS, mais en fin de compte qui n'est pas EVARS, parce que EVARS, ça veut dire éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors ça, c'est ce qu'on nous annonce, effectivement, c'est la couverture du texte EVARS, mais en réalité, quand on va dans la loi, eh bien, les textes disent bien que c'est une éducation sexuelle uniquement. Il n'est plus du tout question d'éducation à la vie affective et relationnelle. Donc, si vous voulez, on est tout à fait dans la logique de la révolution scolaire, puisque vous savez que la révolution scolaire, je l'ai dit dans un petit livre, La révolution scolaire qui tue la France, c'est-à-dire que maintenant, la Bible de référence pour l'éducation, c'est le vade-mecum de la laïcité. Le vade-mecum de la laïcité remplace les cours d'histoire, de géographie, de sciences, etc. Ça, c'est vraiment la Bible de référence. Et ce vade-mecum de la laïcité est présenté sous forme de fiche. Et dans la fiche numéro 8, tout le monde peut aller voir ça, dans la fiche numéro 8, il est bien expliqué, si vous voulez, qu'il faut dissiper le malentendu que cette éducation sexuelle n'a pas de finalité normative. C'est très grave. N'a pas de finalité normative et elle est obligatoire. Pas de contestation possible. Voilà. Alors donc, effectivement, on est dans un système, si vous voulez, totalitaire qui nuit aux enfants parce que l'éducation sexuelle, elle n'a aucune base pour des enfants jeunes parce que l'éducation sexuelle est prévue dès la maternelle. Il n'est pas prouvé scientifiquement que l'enfant a effectivement une sexualité, d'une part, et a une demande d'information sur le sujet. Donc, on anticipe, si vous voulez, par rapport à la psychologie de l'enfant, et donc on traumatise l'enfant. On avait déjà autrefois, en tout cas, moi, c'était mon cas en troisième, des cours de biologie sur la reproduction humaine. Aujourd'hui, c'est maintenant à la sexualité. Dès le premier âge, le Conseil d'État précise d'ailleurs bien sur son site que le contenu du programme est adapté à chaque niveau scolaire et reprend l'état de la science
ou du droit tout en veillant au respect de l'intimité. Donc là, vous allez passer pour une réactionnaire, cher Claude Meunier-Berthelot. Mais je suis réactionnaire et j'en suis fière, parce que la réactionnaire, c'est celle qui réagit. Ouais. Donc, effectivement, je suis très fière d'être réactionnaire. Effectivement. Alors, c'est intéressant, cette décision du Conseil d'État, parce que vous allez carrément à la racine du problème, parce qu'en fait, le Conseil d'État dit on se réfère à la fois au droit et à la science. Ce qui est complètement faux sur les deux plans. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer justement, et c'est là qu'on va aller à la racine du mal, c'est-à-dire que l'origine dite scientifique, c'est Kinsey. C'est-à-dire que Kinsey, dans les années... Alfred Kinsey, le scientifique américain... Scientifique américain... qui a fait une étude sur des prisonniers détraqués sexuels américains en prétendant que, à partir de cette étude-là, on pouvait dire que tous les hommes avaient des tendances homosexuelles. D'une part, mais pire que ça, si l'on veut, parce que si vous voulez, là on a vraiment affaire à des détraqués, et en fin de compte, si vous voulez... Oui, il parlait de masturbation chez les enfants dès plus jeune âge. Il a été financé par Rockefeller en 1941 pour apporter la preuve que les enfants, dès la naissance, avaient effectivement des besoins sexuels. Et donc, il a eu des conduites sexuelles avec des criminels, avec des bébés, avec des enfants. Hein. Ça paraît énorme, mais pourtant, c'est la réalité. La CIA a répertorié, je crois, plus de 2000 enfants qui ont été criminalisés de cette façon-là, si vous voulez. Alors donc, le rapport Kinsey à ce sujet n'a aucune valeur scientifique. C'est un pédophile qui a effectivement voulu crédibiliser par le fait de ces pratiques, ces besoins supposés sexuels des enfants dès la naissance. Et donc, son étude a été financée par Rockefeller. Mais qui rattache l'éducation des enfants à ce détraqué mental, en fait? Alors, qui assure le lien entre eux? Eh bien, justement, si vous voulez, le lien, c'est effectivement que l'OMS va se référer à ces données soi-disant scientifiques, l'Europe également. L'OMS valide donc les travaux du professeur Kinsey. Exactement. Et donc, si vous voulez, et en plus de ça, si vous voulez, le problème, c'est que l'OMS donne des recommandations, l'Europe également. Vous avez la stratégie d'éducation sexuelle en Europe, et vous avez ces textes-là n'ont absolument aucune valeur juridique. Vous avez aussi la Déclaration internationale des droits sexuels de l'enfant du planning familial. Ça n'a absolument aucune valeur juridique. Une déclaration, ça n'a pas de valeur juridique, si vous voulez. Donc on n'a pas du tout à se fier à ça. Mais l'OMS, si vous voulez, il y a comment je dirais... On revient un petit peu à l'état d'esprit qui prédominait dans les années 70 lorsque certaines personnalités nous expliquaient que violer un enfant ou avoir des relations sexuelles avec lui, c'était acceptable en fait. Ah ben c'est ça, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, cette idée de faire une éducation sexuelle aux enfants, c'est une idée de pédophile. C'est-à-dire ils veulent arriver à prouver que l'enfant a des besoins sexuels comme l'adulte, et donc que l'on peut avoir des relations avec lui sans qu'il y ait effectivement de criminalité, que c'est tout à fait normal. Et donc, si vous voulez, on a affaire à des pédophiles qui, effectivement, ont été d'ailleurs payés pour pouvoir dire effectivement que les enfants avaient des besoins sexuels. Et vous avez donc Kinsey qui est effectivement le référent scientifique, mais vous avez aussi un Allemand qui s'appelle Helmut Kettler. Vous pouvez voir, même sur Internet, il est référencé comme étant un pédophile. On savait que c'était un pédophile, si vous voulez, et pour autant, il a fait des expériences sur des enfants, c'est genre des garçons de 13 à 15 ans qui étaient issus de l'assistance sociale, et qu'il plaçait chez des personnes qui étaient pédophiles, si vous voulez, donc pour prouver qu'ils avaient des besoins sexuels. Donc, si vous voulez, les références scientifiques aujourd'hui, ce sont des pédophiles.
Est-ce qu'on sait à partir de quel âge, Claude Meunier-Berthelot, ces enfants, les enfants français, vont être en contact avec ce programme, cette idéologie? Dès la maternelle, hein, de toute façon. Donc à partir de 3 ans? Bien sûr, mais d'ailleurs, il y a eu des référencements qui ont été faits par SOS Éducation qui l'a relevé dans son étude, justement, sur cette question. Et par exemple, vous avez en maternelle une lecture trans dès 3 ans, en maternelle. La masturbation en moyenne section, voyez, en maternelle. Voilà, donc si vous voulez, puisqu'on part du principe que l'enfant a une sexualité dès la naissance, il n'y a même pas à considérer l'âge, puisque en fin de compte, dès la naissance, il a une sexualité. Est-ce qu'on sait comment ce programme EVARS va être organisé au cours de la scolarité des enfants? Alors, c'est là le problème. C'est là le problème encore, si vous voulez. Vous allez toujours à la racine des problèmes. Effectivement, c'est que on nous présente ces cours d'éducation sexuelle comme étant des sortes de pièces rapportées, 3 séances dans l'année. Alors on se dit après tout, 3 séances, bon, ça va pas bien loin. Bon, je dirais à mon enfant de pas venir ce jour-là. Oui, on n'a qu'à dire aux parents, n'emmenez pas vos gosses ce jour-là à l'école. On laisse croire ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand on voit effectivement les textes, parce qu'il y a des textes, moi j'ai étudié la circulaire justement concernant cette éducation sexuelle, c'est la circulaire du 2 février 2025, et là on voit très clairement, si vous voulez, que l'éducation sexuelle, elle est intégrée dans la scolarité, c'est-à-dire qu'il y a 3 séances dites 3 séances dans l'année, mais il faut que ce soit articulé avec les autres enseignements, les autres activités. C'est-à-dire que... De façon à ce que les parents ne puissent pas savoir quel jour est enseigné ce programme. Exactement. Et voilà, exactement. Donc, si vous voulez, les parents ne vont pas avoir de prise, n'ont pas de prise, vraiment. Parce que la révolution sexuelle, elle consiste à remplacer les cours par des activités. Or, des activités, au cours d'activités, vous allez introduire de l'éducation sexuelle. Par exemple, vous allez faire du théâtre à des enfants, vous pouvez inclure une scène, si vous voulez, de sexualité. Hein. Oui, on a un président qui a déjà eu peut-être certains programmes en avance. Certainement, oui. Puisqu'il a fait du théâtre. Il a fait du Alors, théâtre. c'est des associations qui vont venir foutre ça dans la tête des gosses. Est-ce qu'on connaît le nom de ces associations? Comment c'est organisé? Comment on les choisit? C'est surtout... J'imagine qu'on doit les payer aussi. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'ils ont effectivement toute cette importance. C'est parce qu'ils sont lourdement financés par le gouvernement français, mais par l'Europe également. Ils ont des partenariats avec les collectivités territoriales. Donc, c'est ce qui leur donne effectivement de l'importance. Et puis, on les dote d'un langage pseudo-scientifique pour justifier effectivement leurs interventions. Alors, c'est essentiellement, je dis bien, il y en a d'autres associations, mais c'est essentiellement le planning familial et d'autre part, SOS homophobie. Donc ce sont les deux principales, mais vous avez également d'autres associations LGBT+, etc. Alors je reviens sur cette question d'intégration dans les activités, parce que la révolution scolaire, elle est en cours, elle est destinée à remplacer les cours, pas des activités. Au cours de ces activités, donc, vous allez avoir forcément une application de l'éducation sexuelle. D'ailleurs, on le voit à travers l'organisation, parce qu'au niveau académique et départemental, vous avez toute une catégorie de personnel qui est destinée à susciter les programmes, à les suivre, à former les personnes, etc. Or, si c'était quelque chose d'accessoire, si vous voulez, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Et au niveau des établissements, c'est pareil, tout est fait en conseil d'établissement, tout est fait en groupe, et avec éventuellement au niveau secondaire des personnels extérieurs qui vont venir se joindre aux professeurs. Donc, si vous voulez, vous avez trop d'organisation complète pour pouvoir justifier le fait qu'il n'y a que 3 séances. C'est pas possible, si vous voulez. Et c'est certain que les parents ont peu de prise. Malheureusement, j'en parlais avec une jeune personne justement hier qui me disait, qui était très inquiète, parce que justement, elle me dit, son gosse est en CE2, je crois, mais en CM2. Alors déjà tous les jours, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école? Enfin, bon, ils sont un groupe de parents qui essaient d'avoir
avoir prise sur eux, mais j'ai lu que les parents ne pourront faire appel à aucun organisme régulateur extérieur indépendant. Ils sont complètement délaissés, les parents, dans... Mais est-ce qu'il y a... Alors, le problème, c'est là qu'est le problème, c'est qu'en réalité, les parents ont des droits. La loi, l'article 371, je crois, du Code civil, si vous voulez, garantit aux parents la primauté de l'éducation à donner aux enfants. La loi, déjà française. L'Europe également. Vous avez l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'éducation qui donne la primauté aux parents. Oui, mais il y a M. Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui nous a expliqué il n'y a pas si longtemps qu'il fallait arracher l'enfant à son déterminisme familial, parce que c'est atroce. Oui, mais alors c'est ça, c'est là que qu'ils deviennent des bons petits républicains bien formatés. C'est là que je veux en venir, c'est-à-dire que vous avez au niveau national déjà, on donne les droits aux parents, au niveau européen, au niveau international également, puisque vous avez la Convention internationale des droits de l'enfant qui donne la primauté éducative aux parents. Donc ça, c'est juridique. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des recours contre l'atteinte à ces textes. Et inversement, les recommandations auxquelles on doit obéir n'ont aucune valeur juridique. Les recommandations de l'OMS n'ont aucune valeur juridique. Les déclarations européennes n'ont absolument aucune valeur juridique. Et pour autant, si vous voulez, on doit se soumettre à ces recommandations. Donc, il y a c'est parce que la France est régie, en tout cas, la France, elle est signataire de l'accord de l'OMS. En tout cas, elle fait partir de tout cela. Donc, elle est obligatoirement obligée de dire amen à tout ce que dit l'OMS. Eh ben, Macron a dit effectivement, a déclaré que de toute façon, l'OMS était la seule compétente pour définir ce qui était nécessaire pour la santé au niveau universel et que, eh bien, il fallait se soumettre à ce que disait l'OMS, d'autant que la France finance aussi pas mal l'OMS. Et puis aussi, il faudra suivre, et c'est un autre sujet, ce que prévoit le nouveau programme de vaccination prévu par l'OMS. Je renvoie nos téléspectateurs à cet entretien que j'avais fait avec Monsieur Poisson, Jean-Frédéric Poisson. Alors, les pédopsychiatres français, est-ce que vous savez ce qu'ils pensent? Se sont-ils penchés sur ce programme EVARS? Oui, mais c'est comme pour le reste, si vous voulez. Bien sûr, ils se sont penchés sur ce programme et ils ont justement dénoncé l'inadaptation de ces cours par rapport au psychisme de l'enfant. Et vous avez même des psychologues qui ont saisi le ministre de l'Éducation. Réponse? Aucune. Ah oui? Ah non? Répond pas, ça n'intéresse pas. Alors effectivement, si vous voulez, comme tout le monde est d'accord, le Conseil économique et social donc dit que c'est nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant. Vous avez le ministère de l'Éducation qui dit que c'est scientifique. Vous avez les syndicats qui disent aussi que c'est formidable. Et puis parce qu'il y a des parents qui se sont déjà plaints des effets de ce programme sur leur enfant et les responsables pédagogiques ont déjà un discours très bien rodé pour leur dire que tout va bien. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça. Et alors, le problème, c'est aussi que les syndicats de parents, je dirais officiels, c'est-à-dire, vous avez d'une part la FCPE côté gauche, vous avez la PEP côté droit, vous avez l'UNAPEL côté enseignement libre, et bien, comme ils sont subventionnés, ils disent rien. Et alors, les personnes qui réagissent, ce sont les associations comme les Mamans Louvre, comme SOS Éducation, etc. Mais ils n'ont effectivement pas le pouvoir qu'ont ces autres associations qui ne disent rien. Alors donc, leur action souvent tombe à plat, malheureusement. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, à long terme, ce que ce programme pourra avoir comme effet sur le psychisme des enfants qui vont le suivre? Déjà, on le sait, si vous voulez, puisque il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment en Allemagne, et où on a vu effectivement déjà des agressions d'enfants entre eux. C'est-à-dire que finalement, on leur apprend... En fait, on parle d'expérience sur des enfants. Voilà, c'est ça, exactement. Puis alors après, les enfants... Il y a Mengele qui est pas loin, quoi. Enfin, je veux dire... Pardon? Il y a Mengele qui est pas loin. Et oui, c'est ça. Exactement, mais complètement. Et d'ailleurs, effectivement, comment elle s'appelle, Ariane Bilrand, disait qu'elle s'était penchée un peu sur les systèmes qui avaient introduit comme ça l'éducation sexuelle au XXe siècle. Elle disait que c'était des régimes totalitaires comme le communisme et le nazisme.
Sur les effets, est-ce que vous savez d'autres choses sur les effets Les effets, il y a des agressions des enfants entre eux, et puis effectivement, les enfants sont complètement déstabilisés, et Freud disait qu'il ne fallait pas toucher, si vous voulez, à cette question-là, parce que ça... Même lui. Même lui, oui. Il disait que ça rendait l'enfant inéducable. Effectivement, ça bloque, si vous voulez, ça détruit son imaginaire, sa possibilité de ce langage, ça a des répercussions énormes sur le développement de l'enfant, sur son développement à la fois langagier, à la fois intellectuel, à la fois moral, etc. Et il est insécurisé par le fait aussi qu'il y a toujours une séparation entre l'enfant et l'adulte, et l'enfant a besoin d'avoir une autorité. Or, l'adulte ne peut plus avoir une autorité par rapport à lui si effectivement il abuse de lui. C'est pas possible. Mais si on parle de masturbation et autres sujets à des enfants dès la maternelle, qu'est-ce qu'il en est quand les enfants arrivent au collège ou au lycée? Enfin, je sais pas, on leur passe un film pour les éduquer ou... Ah ben oui, puis Qu'est-ce que le programme prévoit pour les enfants âgés 13, 14, écoutez, 15. ce qu'on a eu comme relation par SOS Éducation notamment, donc on leur fait des séances ou des vidéos sur la sexualité les sexualités qui sont recommandées par l'Éducation nationale, dire que les relations sexuelles peuvent avoir lieu dès 11 ans. L'infirmière a expliqué comment on pouvait mettre un préservatif, avec une bouteille notamment. Des choses absolument aberrantes qui n'ont rien à faire. D'abord, ça n'a rien à faire à l'école d'une part, et d'autre part, je pense que c'est très nocif pour l'enfant parce que on ne relie pas du tout, parce que contrairement à ce qu'on dit, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez, c'est pas éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. En fin de compte, si vous voulez, on détache complètement la sexualité de l'affectivité. Donc, ce qui est très grave, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, la sexualité, elle se justifie justement par effectivement le sentiment, par l'amour, par l'affection, et donc c'est porteur d'une grande de quelque chose de noble, alors que la sexualité ramenée à simplement une pulsion sexuelle, si vous voulez, ça dénature l'acte en lui-même, et chez l'enfant, ça imprime des choses complètement différentes de ce que devrait être effectivement la sexualité par la suite. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces parents qui veulent éviter à tout prix que leurs enfants puissent entendre ces choses? Je ne sais pas si je peux vous le dire. Ah oui, c'est limite, c'est délictuel de conseiller à un parent de... Non, mais moi je veux dire, est-ce qu'on peut dire à un parent, écoute, t'as qu'à dire à ton enfant que s'il entend des choses comme ça, il a qu'à sortir de la classe Mais il peut pas, parce que si vous voulez, ça va être intégré, c'est la même chose. Non, mais il peut pas, en plus de ça, c'est obligatoire, il n'y a pas d'opposition. C'est inscrit dans la fiche, justement, des fiches du Vademecum de la laïcité, pas d'opposition possible, ni de la part de l'enfant, ni de la part des parents. Donc ça force quelque part le parent à parler contre son gré de sexualité à son gosse qui a 6 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr. De devoir lui expliquer des choses qu'on explique plus tard. Bien sûr. Non, mais je pense qu'on a affaire à des détraqués, hein, vraiment, c'est triste de dire ça, mais on a affaire à des détraqués et qui détraquent, qui sont en train de détraquer nos enfants. Moi, le conseil que je donnerais, mais évidemment, c'est tellement radical que j'ose pas le dire, c'est de fuir l'éducation nationale, hein. Parce qu'étant donné que c'est intégré, c'est vraiment intégré dans le programme, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'étant donné la révolution scolaire, étant donné que tout est basé sur les activités, c'est dans les activités qu'on va introduire effectivement toutes ces idées un peu perverses. Et fuir l'éducation nationale, qu'est-ce que vous entendez par là ? Il faudrait créer des écoles, c'est tout. Des écoles libres ? Des écoles libres, des écoles indépendantes, oui. Il y a que cette solution-là, si vous voulez, pour vraiment sauver les enfants. Non, là, je crois qu'ils sont en danger. Ils sont en danger à la fois intellectuel, parce que maintenant, il n'est même plus question de former intellectuellement les enfants, hein. Donc, non seulement ils ne forment pas intellectuellement, mais là, ils sont en train de les démonter complètement psychologiquement et dans la construction de leur personnalité, donc ce qui est gravissime, hein.
Non, je pense qu'il faut que les parents quand même luttent, malgré tout. Il faut quand même qu'ils soient présents, il faut qu'ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique. Quand ils ne peuvent pas faire autrement, bon, ils sont obligés de les laisser dans cette école. Mais si on veut réellement se protéger, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de créer à côté, quoi, de créer ailleurs. C'est la seule protection, puisque même les écoles privées sous contrat, justement, j'en discutais parce que j'ai une amie aussi qui a un enfant dans une école sous contrat, elle a dit, oui, ils sont obligés aussi de suivre le programme. Alors, il y a peut-être des écoles qui vont arriver à contourner, parce qu'il y a toujours des résistants et des gens qui sont plus résistants que d'autres et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais globalement, on ne peut pas dire que les enfants seront préservés. Je ne pense pas. Rappelons-le, un programme élaboré par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Mais ça avait été de toute façon oui, c'était dans les cartons avant. déjà. Oui, de toute façon, si vous voulez... Celle qui a accouché, entre guillemets, il ne faut pas rattacher à un ministre quelconque. Si vous voulez, c'est un projet qui se lisse depuis longtemps. Qui se lisse depuis longtemps, effectivement, depuis la Révolution française. Et d'ailleurs, effectivement, Xavier Martin, qui est spécialiste un intellectuel spécialiste de cette période révolutionnaire et des Lumières, disait effectivement que c'était vraiment un projet des Lumières, si vous voulez, d'attenter à l'intimité, à l'intériorité de l'individu pour en faire un zombie, quoi. Enfin, il n'a pas dit peut-être dit d'une cette façon-là, mais c'est ce que ça voulait dire, en substance, voilà. Claude Meunier-Berthelot, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir suivis. Merci, madame. Merci infiniment.